Que le meilleur gagne, tout simplement. Que le meilleur gagne, tout simplement. Bien, c'est parti. Yo, what's happening here? C'est Junior Big Black Boy. Votre gars sur votre ami. Hein. Votre ami, c'est la famille dans la communauté canine. La communauté canine qui touche particulièrement les types de races que nous apprécions et que nous connaissons. On va pas toutes les reciter. Et dont nous parlons, les activités dont nous parlons et les activités que nous partageons. C'est Lionel, yo. On est ensemble, Coco Pro, Sissi, Spanish pour énergie. Désolé, je ne parle pas espagnol, je ne peux pas faire de traduction. Et je ne ferai pas un live en français et en anglais. Je vais donner un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Si c'est brouillon, on supprimera le live après. Donc ceux qui voudraient aller dormir précocement, attention, parce que vous risquerez de rater le reste de la vidéo qui peut-être demain ne sera plus disponible en ligne. Et si par contre je vois que c'est bien construit, que c'est intéressant, qu'on arrive à communiquer, échanger, que c'est prolifique, à ce moment-là je laisserai la vidéo en ligne. Bonjour Sandri Waguet, bonjour Alix, bonjour Christian Azarov. Avant tout, alors les personnes qui ont un très gros problème avec nos pratiques sportives, j'aimerais avant tout vous faire savoir que ce vidéo live est dédié à un public ciblé. Donc je vais pas passer mon temps à parler de risques, de faire attention à ci, faire attention à ça, à la sécurité, patati patata. Là, je vais agir de manière plus concentré, ça va? Quand Audi, Mercedes ou BMW vous fait une pub pour une voiture, une nouvelle voiture, ils passent pas leur temps à mettre partout. Attention à ne pas dépasser la vitesse autorisée dans la circulation. N'oubliez pas de freiner quand vous arrivez derrière une voiture. Mettez bien votre ceinture de sécurité. Ils passent pas leur temps à faire tout ça. Pourtant, vous avez rien à leur reprocher. Donc, ne commencez pas à me leur reprocher. Ce live est destiné à un public ciblé, des gens qui aiment, qui ont déjà un petit peu d'expérience dans la pratique du sport, des gens qui n'ont pas d'expérience mais qui souhaiteraient en avoir ou qui vont en avoir et qui voudraient un peu savoir où mettre les pieds, comment mettre les pieds dans le plat. C'est à ces personnes que je m'adresse et pas des personnes qui voudraient juste arriver, débarquer et dire ah c'est celui-là qui dit qu'il faisait tirer son. Donc voilà, on est parti. Pour les débutants, je vais commencer par les débutants. Je dirais que quand vous vous apprêtez pour aller à votre première compétition de sport, il faut pas se mettre trop de pression. Ça paraît basique de dire une chose pareille, mais ce que je dirais, c'est que si vous voulez préparer votre chien pour sa première compétition, j'aurais envie de dire préparez-le à tout. Alors, préparez-le à tout, c'est facile à dire. Vous arrivez dans une compétition, vous savez que vous avez plusieurs agrès. Hein. Donc, ce qu'on appelle une agrès, en fait, c'est simplement, c'est la structure d'une discipline. Une agrès, c'est par exemple l'infrastructure du high jump, donc du saut en hauteur, donc toute l'infrastructure avec le boudin et là où le chien va sauter pour attraper et donc performer, on appelle ça une agrès. Hein, ça va donc l'agrès du high jump, du saut en hauteur, bam, voilà, ça fait une agrès. Une seconde agrès, ça peut être l'agrès du wall climb, donc l'escalade au mur. Le chien va grimper dans le mur pour essayer d'attraper son jouet. C'est donc une agrès, toute la structure qui est mise en place pour que le chien puisse performer. Et il y a différentes agrès. Quand vous préparez votre chien pour quand vous voulez participer à un concours où il y a différentes agrès, eh bien vous allez normalement tenter de préparer votre chien pour cette agrès pour qu'il performe au mieux. Maintenant, j'ai bien conscience que beaucoup de gens n'ont pas forcément accès à ces infrastructures et certaines personnes s'entraînent dans leur jardin, d'autres personnes s'entraînent dans des bois, des gens s'entraînent avec des choses improvisées qu'ils ont bricolées par eux-mêmes et ce n'est pas un mal en soi, mais la manière de préparer son chien pour la partie en tant que débutant, vous n'avez jamais fait une compétition, c'est peut-être votre première ou peut-être simplement votre deuxième et que vous ne savez pas comment gérer, qu'est-ce que je peux faire en attendant que les semaines sont en train de se passer, la date va arriver dans un mois et demi, qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps-là? Eh bien, la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est faites de tout. Ça veut dire que quand vous allez avec votre chien, vous voyez un petit peu tout ce qui se fait, surtout sur le groupe Facebook Sport for My Pitbull. Il y a beaucoup de gens qui partagent des vidéos différentes. Vous avez les onglets sujets avec différents hashtags avec différents sports. Vous pouvez consulter tous les sports. Il y a des centaines de vidéos par onglet de sport et voir ce que vous pouvez réitérer chez vous. N'hésitez surtout pas à lire les commentaires derrière les vidéos parce que souvent, si jamais il y a des vidéos qui sont pas trop correctes, eh ben on le dit en commentaire. Il y a des gens qui apportent des nuances, des explications, des conseils. Donc c'est toujours bien à prendre pour que vous puissiez vous préparer au mieux quand vous entraînez votre chien pour une compétition. Vous ne vous mettez pas trop de pression, ne cherchez pas les chiffres, ne vous dites pas où est-ce que mon chien saute assez haut, grimpe assez haut, tire assez fort. C'est pas le problème. Vous allez voir que quand c'est votre première compétition, l'important c'est de pouvoir toucher, tâter du terrain.
tâter du terrain, vous arrivez avec votre chien. Pour votre chien, c'est aussi quelque chose de nouveau. Ne pensez pas qu'il n'y a que dans votre tête que les choses se passent. Les choses se passent également dans la tête de votre chien. Et donc, pour ce faire, eh bien, vous allez pouvoir débarquer sur place, apprendre un petit peu le minimum, ce que les organisateurs vont vous expliquer concernant le règlement, etc. et patati patata. Et quand ça va être votre tour de performer, vous allez faire des choses que vous connaissez, que vous avez déjà bien préparées à la maison, à l'entraînement, dans votre jardin, dans vos bois, etc. Ou des choses que vous ne connaissiez absolument pas. Je pourrais peut-être faire référence, par exemple, au hedge jump, le saut de haie, où le chien saute au-dessus d'une barre, de 2 barres, de 3 barres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en fonction de la hauteur que lui propose son maître lors de cette expérience, lors de cette performance. Et souvent, c'est un sport, une discipline, une agrès qu'on découvre pendant la compétition. Et soit vous avez de la chance et vous avez un chien qui de manière innée comprend directement le sport et saute par-dessus, c'est génial, c'est magnifique, et à un moment donné il arrive à sa limite pour le moment et donc se fait éliminer à une certaine hauteur, une hauteur qu'il pourra améliorer dans le futur. Ou alors il se casse complètement la gueule, il comprend rien du tout, il fait ce qu'on appelle une croix en général, enfin c'est le vocabulaire qu'on utilise en France, mais partout dans le monde ça pourrait être fait avec et cité par d'autres mots. Votre chien en fait se casse la gueule, il fait n'importe quoi. Je dis que se casser la gueule, mais de nouveau pour les âmes sensibles c'est une expression, je dis pas qu'il va se faire mal ou quoi que ce soit. Et voilà, et simplement ça se passe pas. Mais sachez que cette expérience, même si elle se passe mal, elle se passe bien. Ça va, parce que rien que le fait de découvrir, de toucher en fait ces agrès, d'apprendre, votre chien il apprend, il voit une infrastructure nouvelle, vous apprenez aussi, vous découvrez une infrastructure nouvelle, et quand vous rentrez à la maison, vu que vous aurez vu de vos yeux à quoi ça ressemble, vous pourrez même essayer de tenter d'aménager quelque chose qui y ressemble le plus et de pouvoir entraîner votre chien à répéter ce mouvement, apprendre les techniques pour mieux s'amuser, mieux performer dans ce jeu et pouvoir réitérer l'expérience de manière plus optimale. Ça c'est pour les débutants au niveau de leur chien. Quand vous vous préparez pour une compétition, entraînez votre chien à faire un peu de tout. Et au niveau de la préparation physique, donc non pas technique, donc technique sur comment faire différentes agrès, mais sur la préparation physique pour amener votre chien dans la meilleure des formes, eh bien, arrangez-vous quand même de manière générale à ce que votre chien ne soit pas gros. Alors vous me direz, mais ça veut dire quoi gros? Moi j'aurais envie de vous répondre, si vous palpez avec vos mains les côtes de votre chien et que vous n'arrivez même pas à les sentir, sachez qu'en général pour du sport c'est souvent un petit peu enveloppé pour un chien qui pratiquerait du sport, toute race confondue en fait. Normalement quand vous touchez avec vos doigts les flancs de votre chien au niveau de la cage thoracique, vous êtes censé pouvoir sentir un petit peu comme une guitare, un petit peu les côtes de votre chien, et derrière la cage thoracique au niveau du flanc, donc entre la cage thoracique et les cuisses, vous devriez normalement avoir un petit creux. N'ayez pas peur, ne vous dites pas mais là il manque de la chair, il manque de la graisse. Non, c'est normal qu'il y ait un creux à cet endroit-là, c'est tout à fait logique. Donc nourrissez votre chien, adaptez sa nutrition de manière à ce qu'il n'arrive pas trop enveloppé et non plus pas trop maigre, évidemment, mais juste de manière convenable, de manière athlétique, et qu'il puisse s'essayer à tous les sports sans que son poids de corps soit un problème pour pouvoir s'amuser dans ces différentes disciplines. Maintenant, pour les personnes plus avancées, alors attendez ici avant que je passe aux personnes plus avancées et puis que j'évolue avec les professionnels, je vais prendre ici la question qui a été posée par Lionel. Alors, peux-tu adapter la préparation pour chien aux croquettes? Ah oui, alors pour les croquettes, écoute, vu que je vais arriver sur le sujet de la nourriture, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ta question, et comme ça je pourrais l'aborder plus en long sans me perdre sur ce que je suis en train de dire pour le moment. Junior, please talk English or put a button for translate. Helena, I don't know if you are watching the video right now, but I don't know if I can put on a button to translate everything, but I think it will be difficult to do that. So I'm sorry, but tonight it will be maybe only for the French people. So I'm sorry. Jagataikan, tu peux pas les faire moins tard tes vidéos, pense aux gens qui se lèvent à 6 heures du matin. Et le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors je ne dors pas, et si vous voulez en savoir davantage, il ne faudra pas dormir très rapidement, je vais essayer d'aller au plus vite, ça va. Au niveau des questions, bam, ben voilà. Alors, pour les personnes qui sont plus avancées, alors je dis les personnes qui sont plus avancées, un conseil pour les personnes qui sont plus avancées et qui préparent leur chien pour leur compétition de sport, je dirais que l'objectif numéro 1, ce sera d'améliorer en fait, de tenir compte des défauts que vous avez, que vous connaissez.
quand je parle des défauts que vous connaissez, c'est les défauts du chien, mais c'est également les défauts du maître. C'est aussi une des raisons pour laquelle moi j'aime bien filmer mes sessions pendant les shows. Alors, il y aura toujours certaines personnes qui seront là en mode, ouais, il passe ses vidéos, il croit que c'est une star, il fait perdre du temps et compagnie, etc. Et j'ai passé, moi, je me reste plus là-dessus. Les gens qui parlent de quand j'installe mes caméras pendant les shows, j'en ai rien à faire. Je place mes caméras, j'en place 2, j'en place 3, je m'en fous et je travaille. Voilà. Le temps que je prends à faire ça, c'est du temps que d'autres prennent à faire n'importe quoi ou à faire des blagues avec je sais pas qui à gauche, à droite. On leur dit rien. Quand je place mes caméras, ça pose un problème. Je ne me soucie plus de ça. Si jamais vous êtes gêné et que vous n'avez pas forcément l'artillerie ou envie de venir avec pas mal de choses sur vos sessions de sport, de compétition, demandez à un ami qui vous accompagne. Et si vous êtes tout seul, demandez à une personne qui est tout près, vous lui passez votre téléphone ou votre caméra. Est-ce que tu pourrais filmer la session avec mon chien pour moi, s'il te plaît? Il y aura toujours une personne qui se fera un plaisir de filmer cela. C'est très important de filmer parce qu'avec l'adrénaline, tout ce que vous vivez, vous ne vous en rappelez plus aussi clairement par après. Et en plus, les choses se transforment, les événements se transforment, vous les oubliez, les choses se modifient. Donc, merci pour les likes. Donc, quand vous avez une vidéo, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous rentrez à la maison et que tout redescend un petit peu, etc., vous pouvez revisionner les vidéos et voir ce qui n'a pas été. Et là, si ça se trouve, il y a peut-être des trucs que votre chien fait bien dans la forêt et quand il arrive là, il s'est complètement planté, vous comprenez pas pourquoi. Et quand vous allez regarder la vidéo, vous allez voir que votre positionnement était complètement différent de d'habitude, ou alors que vous avez l'habitude de beaucoup parler avec votre chien. Et là, en compétition, vous ne parlez pas avec votre chien. Mais si vous parlez pas avec votre chien en compétition, alors que vous avez l'habitude de lui parler beaucoup quand vous êtes seul avec lui, il perd un repère. Il perd un repère. Quand vous allez et que c'est votre tour de performer sur une agré, sur un sport et quoi que ce soit, n'ayez pas peur de parler avec votre chien comme vous lui parlez à la maison ou à l'extérieur. Ne calculez pas les personnes qui vont vous dire « Oh, vous êtes grand et balèze et vous parlez avec une petite voix de bébé ». Ne calculez pas les gens qui vont vous dire que vous parlez peut-être un petit peu trop fort, de manière trop rigoureuse. Parlez comme vous avez l'habitude de parler. De toute façon, parler, le niveau de voix n'a jamais été une évaluation de maltraitance animale. Donc, ne vous gênez pas. Parlez de la manière dont vous avez l'habitude de parler à votre chien. Vous placez votre chien, vous ne changez pas vos repères, autant au niveau des distances, etc. Ne changez rien et tout ira pour le mieux. Mais améliorer aussi votre propre personnage. Donc là, on est pour la partie des personnes qui sont avancées. Quand vous étiez débutant ou novice et que c'était votre première ou une de vos 2 premières compétitions, vous n'aviez pas tenu compte de ces détails. Mais maintenant que vous tenez compte de ces détails et que vous voulez vous améliorer en tant que personne un peu plus avancée, eh bien, vous allez aussi corriger votre manière d'être. Parce que souvent, quand vous arrivez là-bas et que vous stressez et que vous n'êtes pas à l'aise, eh bien, votre chien, il peut le ressentir très facilement. On sait comment les chiens sont beaucoup plus sensibles que les humains. Donc, ils perçoivent beaucoup de choses. Ils sont influencés par beaucoup d'émotions. Et si jamais vous commencez à paniquer ou à faire des trucs de travers, etc., à trébucher et compagnie, votre chien, il capte tout ça et lui-même, il est pas forcément plus à l'aise. Ça va? Donc, essayez d'améliorer votre niveau de pression personnelle, l'adrénaline qui se génère en vous quand vous êtes occupé à faire votre chose et essayez d'améliorer les défauts également de votre chien que vous avez pu constater via des vidéos ou autres, et à ce moment-là, eh bien vous allez pouvoir simplement faire mieux que les fois précédentes. Lionel, tu peux faire du long métrage si tu veux, moi ça m'arrange. Oui, mais je sais pas si toi t'es en mode nuit blanche, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et puis même je sais même pas, je vais finir avec les yeux en mode chinois là, tellement je me prends de fatigue quand je fais mes lives. Alors Jagata Ekan nous dit de toute façon, faut s'entraîner seul, mais aussi avec des gens autour pour pouvoir déceler d'éventuels gestes et comportements parasites de notre part et faire aussi le tri des conseils que les gens qui nous entourent nous donnent. Effectivement, Jagata, c'est vrai. C'est vrai que des fois les comportements parasites, c'est vrai que des fois on peut avoir des comportements qui sont parfois un petit peu mystiques. On va faire des gestes un peu bizarres, avoir des paroles bizarres qui vont perturber notre chien. Des fois c'est les gens autour de nous. C'est bien que votre chien puisse s'habituer à la présence de personnes qui sont autour de vous, parce que les gens autour de vous, eux aussi ils vont avoir des comportements particuliers, ils vont avoir des mouvements, etc., des gestuels, et votre chien il va peut-être prêter attention à ce qui se passe là-bas. Même si il y a une personne qui dit oh il est trop mignon votre chien, mais peut-être que le simple fait de réagir comme ça va attirer votre chien. Il faut que votre chien soit le plus focus possible sur vous et sur la performance qu'il doit réaliser, parce qu'on est au moment du concours. Oui, ça reste un jeu.
Oui, on est là pour s'amuser, mais il y a des règles. Et quand on veut respecter les règles pour faire les choses en bien, et ben alors, enfin, quand on veut faire les choses en bien, il faut respecter les règles. Donc c'est très bien aussi de se rappeler que quand on entraîne son chien avec des personnes aussi qui peuvent nous accompagner occasionnellement, ces personnes vont aussi voir lors de nos entraînements des choses en nous ou au niveau du chien, des choses que nous on voit pas forcément dans notre angle de vue. Au niveau de notre point de vue sur notre chien ou de notre point de vue sur nous-mêmes. Donc ça c'est très intéressant. C'est un commentaire très pertinent de la part de Jagarta, et gardez cette good vibes. Alors indépendamment de ça, je dirais que au niveau de la perfection de ses lacunes, je sais que c'est pas évident. Des fois, vous allez sortir d'un concours, d'une compétition, vous allez vous dire ouais, mais moi le head jump, le saut de haie, j'aimerais bien l'entraîner chez moi, mais je sais pas comment faire. Ou alors je voudrais entraîner mon chien au long jump, mais je n'ai pas d'endroit où le faire. Et je sais que c'est pas évident. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui suivent un petit peu nos réseaux sociaux, vous avez conscience via pas mal des stories que je partage régulièrement qu'on est en train de construire un terrain ici en Belgique. Alors ce terrain, c'est vrai qu'il vise plus la population des Pays-Bas et la population de Belgique, Luxembourg, en fait le Benelux, puisque toutes ces personnes-là n'ont aucun terrain pour pouvoir s'entraîner, entraîner leurs chiens, donc ils doivent se débrouiller avec leur jardin, avec ce qu'il y a autour, avec les forêts, etc. Donc le fait qu'on puisse avoir un terrain d'entraînement, un camp d'entraînement, ça va pouvoir permettre aux gens de se déplacer et de pouvoir entraîner leurs chiens à un prix totalement modéré. Hein, mon but c'est pas que vous veniez dans notre terrain comme si vous allez à Disneyland une fois tous les 10 ans. Mon but, enfin je dis mon but, mais c'est un projet qu'on établit à 3 avec Michael Fazio et Chantal Tunhoover. Pour tous ceux qui nous suivent, ils savent plus ou moins qui sont ces personnes-là. Eh bien, dans notre projet, on va faire en sorte, on va faire ça à un prix totalement abordable, de manière à ce que les gens puissent venir à répétition, quitte à avoir un rythme régulier au cours des semaines ou des mois, pour pouvoir préparer leurs chiens pour les événements au cours de l'année. Donc ça c'est une chose. Le terrain est pratiquement terminé, mais après maintenant on est dans les finitions, dans tout le côté bon chic, bon genre. Et à ce moment-là, on fera à un moment donné une inauguration. Et pour l'inauguration, tout le monde pourra venir, de Belgique, des Pays-Bas, de France, de tous les pays. Mais je pense que ce sera principalement de Belgique et des Pays-Bas et du Luxembourg. Les Français qui veulent venir, bien sûr, vous êtes totalement le bienvenu. Après, au niveau des kilomètres, il faudra voir si c'est plus intéressant de venir chez nous ou de venir dans des arénas comme ils font en France, en DCF, etc., près de chez vous. Après, je crois que ce sera pas trop un tabou de dire que certaines personnes ont peut-être certains conflits avec certaines personnes peut-être de votre propre pays. Donc, vous serez toujours le bienvenu de notre côté. Je ne suis pas parti pris pour vos querelles. Je vous dis juste que le terrain sera disponible et que vous pourrez venir. Vous serez le bienvenu quand ça vous arrange. Donc ça c'est pour ceux qui voudraient justement de manière avancée, après plusieurs expériences de compétition, vouloir vraiment préparer leur chien en les faisant performer sur les agrès à répétition avant de pouvoir se présenter dans un show, une coupe, une cup ou un concours dans n'importe quel pays de l'Europe ou peut-être même du monde. Alors Alix qui nous dit ici, bam bam bam, un truc très important, toujours prendre plaisir. Alors, un truc très important, toujours prendre du plaisir. Ça doit rester qu'un jeu pour le chien et pour le maître. Les chiens sont des éponges à émotions. Votre stress, déception, attente sont ressentis par le chien. Pour progresser, maître chien, il faut garder cette good vibes. Ah ouais, le good vibes, du coup, je l'avais cité en le reprenant comme si c'était Jagatay qui l'avait dit, mais ça venait de toi. Merci Alix, c'est un commentaire très pertinent et comme je le rappelle, les concours, c'est surtout avant tout de l'amusement, du fun, de la distraction et au-delà de tout ça, évidemment, c'est un jeu et dans tout jeu, il y a un objectif. L'objectif, c'est de gagner. Il ne faut pas avoir honte de vouloir gagner. Souvent, les gens disent, ouais, moi, je me prends pas la tête. Moi, c'est juste pour m'amuser. C'est juste pour les chiens. C'est juste pour cela. Oui, bien sûr. C'est tout. C'est un amusement. C'est un amusement. Prioritairement, c'est un amusement. Mais vous ne devez pas avoir honte de penser à faire le mieux que vous pouvez pour gagner, pour remporter la partie. Quand vous jouez à Qui-est, vous jouez au Monopoly, vous jouez à des jeux de société, vous jouez pour vous amuser. Mais vous jouez pour gagner parce que c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de remporter la partie en respectant les règles. Donc, n'ayez jamais de crainte de vous investir davantage dans l'objectif de remporter la partie, mais gardez en tête évidemment que ça doit rester de l'amusement pour vous, pour le chien, pour le maître, donc vous, et voilà, que ce soit une expérience qui vous complète, qui solidifie les liens que vous avez avec votre chien, évidemment.
Alors, Suti Seb qui dit, ah mince, moi qui voulais faire ça dans mon terrain, ayant la place, crotte, mais tu peux le faire. Tu peux le faire. Il y a aucun problème. Il faut pas se priver. Il faut vraiment que tu puisses le faire. Et alors, j'avais donné, donc, pour les personnes avancées, dans la catégorie des personnes avancées, j'avais dit, préparer son chien en tenant compte de ses défauts, connus, de vos défauts également. J'avais dit perfectionner les lacunes. Si possible, si vous pouvez avoir accès à des agrès autour de vous. Et j'ai parlé du terrain qui est en train de se créer en Belgique. Et à savoir aussi, améliorer votre chien dans ce qu'il fait de mieux. Normalement, une fois que vous aurez appris à votre chien différentes disciplines, vous observerez que votre chien est assez bon dans certaines choses. Il y a des chiens qui sautent super haut et vous allez directement le sentir, ou rien que parce que vous allez voir les scores des autres chiens dans les événements ou dans les tableaux qui sont disponibles sur Internet, vous allez vous dire, ah ouais, mon chien, pour cette taille ou pour ce poids ou pour le type de chien qu'il est, eh bien, il est assez bon par rapport au chien qui se présente habituellement. Donc, à partir du moment où vous savez que vous avez un chien qui est bon dans ce qu'il fait, n'hésitez pas à performer, à préparer davantage votre chien là-dedans pour qu'il excelle justement dans cette discipline et se démarque, mais complètement, soit le meilleur dans ce qu'il est, dans ce qu'il produit au moment de l'événement. Alors, Ophélie à l'envin me pose la question, y a-t-il une condition physique particulière pour le chien lors des cups DCF, ALC ou weight pulling? Alors, ta question est très intéressante et en fait, je comptais en parler pour tout ce qui est de la condition physique. Ça va venir un peu plus tard dans le live, donc je te copie-colle quand même cette question pour que, au cas où on sait jamais, je sauterai ce point-là, et ben en fait, je l'ai en 2 fois et on est sûr que je puisse y répondre. Et comme ça, tu auras une réponse à ta question, Ophélie à l'envin. Ne t'inquiète pas, Alix, il faut donner le meilleur, mais je parlais surtout de la frustration ou déception en cas de non-réussite le jour J. Alors, Alix, c'est vrai que, et ça m'arrive même à moi, même encore maintenant, de vous arriver sur une agrès avec votre chien, vous faites quelque chose et votre chien, vous savez que votre chien est bon dans cette chose-là et malheureusement, il performe mal ou il fait ce qu'on appelle une contre-performance. Ça arrive quasiment à tous les événements, à la moitié des personnes qui participent. Faut savoir déjà que quand ça vous arrive, ne vous sentez pas seul dans votre expérience. Ça arrive à énormément de personnes et encore moi, à chaque événement, ça m'arrive toujours, malgré l'expérience. Quand ça vous arrive, il faut essayer de garder le sourire. En tout cas, il faut essayer de pas trop râler. C'est difficile. Je peux dire que moi-même je râle. J'essaie en général d'attendre que mes chiens soient mis posés de côté au calme pour commencer à râler. Mais même comme ça, c'est jamais super top. Il vaut mieux éviter de bouder, râler, parce que tout ça, c'est des zones que vous envoyez à votre chien. C'est pas top. Il faut essayer de neutraliser ce type d'émotion pour éviter que ça perturbe aussi la relation avec votre chien. Voilà pour compléter ce que disait Alix. Alors, maintenant pour les personnes qui sont plus professionnelles, des personnes qui sont plus avancées dans le domaine du sport canin, des compétitions, ici j'aurais aussi 1 ou 2 conseils à apporter, des conseils qu'ils connaissent peut-être déjà, mais ne sait-on jamais. Laissez-moi siroter un petit peu. Mickey, ça faisait longtemps, la tasse Mickey, pour ceux qui la connaissent. Les professionnels. Alors, pour les professionnels, Ophélie à l'envin, tu seras content de voir que justement ça vient répondre à la question que tu posais. Pour les professionnels en fait, qu'est-ce qui va se passer avec les professionnels? Eux, ils auront déjà l'expérience du terrain. Les professionnels auront l'habitude d'avoir fait des compétitions, ils savent c'est quoi le public, les chiens savent c'est quoi le public, ils connaissent un petit peu, ils savent ce qui se passe, comment ça se déroule. Et ils connaissent aussi le potentiel de leur chien, de la manière dont il performe. À ce moment-là, pour faire la différence, pour vous démarquer de vos principaux rivaux, de vos challengers qui sont dans votre catégorie, il faudra travailler sur la condition physique. Alors, améliorer la condition physique de son chien, c'est ce qui signifie, c'est ce qu'on appelle justement le conditionnement, le fait de conditionner son chien. Souvent, par excès de langage, on a tendance à dire voilà, ça c'est un chien conditionné, ça c'est pas un chien conditionné, en fonction du visuel et esthétique. Vous voyez un chien qui est dessiné, qui est bien musclé, etc. Vous dites ah, il est conditionné. Avec moins de traits, ah, il est pas si conditionné. Mais en réalité, bon, c'est des paroles qui peuvent rester dans vos bouches et dans la mienne également, mais en réalité, le conditionnement ne dépend pas simplement d'un résultat visuel. C'est lié, mais ça ne dépend pas que de ça. Ça veut dire qu'un chien qui est tout tracé, qui est tout musclé, qui est tout dessiné, eh bien forcément, c'est sûr que c'est pas un chien qui est un obèse, ou ce n'est pas un chien qui est en excès de poids, et donc logiquement, il est en tenue de pouvoir performer dans n'importe quelle discipline sportive. Ça, c'est logique. Mais le conditionnement,
ne concerne pas spécialement ou spécifiquement ou uniquement le résultat visuel et musculaire. Il y a des chiens qui n'ont pas de grands dessins musculaires, ça ne se voit pas vraiment ils se sont préparés, qu'ils sont entraînés, etc. Mais ils sont assez secs, ils sont assez bien préparés pour les disciplines dans lesquelles ils vont performer. Et pour ce faire, il faut savoir que voilà, quand vous préparez votre chien pour une discipline, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Les choix, et là donc je m'adresse à des personnes plus professionnelles qui normalement le savent déjà, mais on va dire qu'on va rajouter un petit peu, on va renforcer les idées que vous connaissez déjà. Et pour les personnes qui sont plus curieuses, qui voudraient savoir de quoi à quoi il faudra penser dans le futur, et ben c'est aussi pour eux à eux que je m'adresse. Il faudra savoir qu'il y aura des choix. Dans une compétition, vous avez souvent des sports d'agilité, de saut, des sports de saut. Comme le head jump, le long jump, le high jump, le wall climb, c'est tout ce qui est sport de saut, de haie, saut en hauteur, saut en longueur, escalade de mur, ça c'est tous les sports de saut. Vous avez une deuxième catégorie de sport, c'est les sports de puissance. Les sports de puissance, c'est les sports comme les sports de traction, comme le weight pulling, le fait que votre chien sur une distance d'environ 4 mètres tire un chariot avec du poids de plus en plus lourd, donc sur une très courte distance, un poids très conséquent. Un chariot qui se trouve sur des rails, sur des roues, les roues qui se trouvent sur des rails. Ça, c'est un sport de puissance. Vous avez le drag pull sprint, donc n'a pas lieu dans toutes les compétitions, mais le drag pull sprint, à ce moment-là, votre chien sur l'herbe va tracter en fait une luge avec son propre poids de corps sur une distance de 30 mètres ou 40 mètres. Ça va être un sport de sprint et de puissance d'explosivité. Vous allez avoir des sports comme ça, et puis il y en a où ils vont tirer des vélos à 3 roues. Je sais plus comment on appelle ça, des vélos à 3 roues. Il y a d'autres sports comme ça qui sont plus basés sur ce qui est de la puissance et de l'explosivité. Et ensuite, le troisième type de sport que vous avez, c'est tout ce qui sont des sports de vitesse, de sprint, donc mais vraiment de sprint sans poids, des sprints, des courses de hauler, des parcours comme ça de course, les trucs comme on appelle ça, les cynodromes, enfin là où les chiens courent après un leurre dans un comme pour les chevaux en fait, comme les chevaux qui courent sur des grandes pistes, vous avez ça pour les chiens. Donc ça fait 3 catégories de types de sport qui nécessitent 3 types de corps différents, de physique différents, de shape différentes. J'utilise tous ces mots-là que vous allez souvent retrouver autour de vous, comme ça vous voyez un petit peu, c'est ça qu'il voulait dire quand il parlait de shape, en fait d'état physique, et à ce moment-là, eh bien, vous allez faire un choix. Un chien ne peut pas être le meilleur dans toutes les disciplines. Là, je suis en train de penser aussi à une personne qui me demandait une fois sur un événement, pourquoi tu fais pas le weight pull et les sports de saut. Et moi, j'avais mes réponses bien conçues dans ma tête, mes réponses, elles étaient diverses, mais moi, en fait, la réalité, c'était quoi? C'est que pendant 3 ans, avec Odin Sacha, je ne faisais que des sports de puissance et de traction de poids, et principalement de weight pulling et de drag pull sprint. Donc j'entraînais mes chiens que à ça avec les règles ok, ça me confirme que oui, c'est un cynodrome. Et Yacine me dit que mais pour un moment, il faut choisir son sport pour pouvoir orienter son conditionnement parce que ce n'est pas le même boulot. Effectivement, c'est pas le même boulot et je vais en parler tout de suite par rapport aux différents boulots pour les 3 différents types de sports que je viens de citer. Je prends vos commentaires comme ça tant qu'ils sont là devant moi. Je pense que ça m'aiderait dans mes disciplines, mais en tout cas, c'est intéressant comme live. Oui, il y a pas de souci. Je sais que toi tu fais des disciplines, tu participes à des sports qui sont très très différents de ceux dont je suis en train de parler, mais c'est toujours bien, comme avec des arts martiaux, de pouvoir prendre un petit peu des autres arts, et ça reste des branches sportives, dans les arts martiaux, branches combatives et sportives, mais dans notre cas ici, ça reste des branches sportives dont tu peux te servir pour améliorer ton chien dans les disciplines que lui pratique de pistage et tout ça, Je pense que tu fais du pistage, du mordant ou des trucs comme ça. Excuse-moi si je me trompe, mais c'est plus ou moins, en tout cas, tu proposes une variété de vidéos et de photos très intéressantes sur le groupe Facebook Sport Format et Pitbull, et ça fait toujours plaisir de voir tes partages qui sortent un petit peu de l'ordinaire qu'on a l'habitude de voir avec nos spring pool et compagnie, etc. Bien. En tout cas, pour continuer sur la voie de ce que j'étais en train de dire, et j'espère que je ne vais pas me perdre, Sam me dit, je suis d'accord, personnellement, ma chaîne est sur la traction, ça n'a rien à voir niveau préparation physique, effectivement. Donc, je parlais des 3 types de sports. Donc, tout ce qui était sport de saut dans un premier temps, tout ce qui était sport de puissance, donc tout ce qui est traction de poids, weight pulling et drag pull sprint, et tout ce qui est traction de poids et explosivité. Et la 3e catégorie de sport, c'est tout ce qui était course à vide, donc les courses, les sprints, les endurances, les courses dans les cynodromes, etc. Les courses au leurre, en fait. Donc, c'est 3 catégories de sports différents qui demandent la préparation physique d'un chien
une préparation de physique de chien différente. Alors, pour pouvoir qu'est-ce que je disais moi encore? Pour pouvoir performer dans les trois types de sport, vous pouvez simplement amener votre chien à avoir une condition physique assez optimale, assez régulière. Ça veut dire, comme je vous en parlais là tantôt, à partir du moment où vous voyez que votre chien pratique son sport quotidiennement, pas abusivement, attention, hein, toujours respecter. Il y a des jours de repos où l'entraînement consistera peut-être en simplement en faire une marche rapide, tout comme il y aura des jours où votre entraînement consistera en faire des sports qui dépensent beaucoup plus, qui de traction ou des répétitions de sauts pour pouvoir améliorer sa détente continuellement. Parce que c'est par la répétition qu'on apprend qu'on développe un chien pour l'exercice qu'il va pratiquer, ou même un humain d'ailleurs. Tout au long de je me suis perdu. Tout au long de qu'est-ce que je disais moi maintenant, purée. Je me suis perdu. J'avais une idée en tête, j'ai fait du comme ça et puis maintenant je suis perdu. Merde. Alors, quand vous préparez, oui voilà. Donc c'était les trois catégories, avoir un physique différent en fonction des catégories. Voilà. Si vous voulez arriver à avoir un chien qui est plus ou moins polyvalent et qui est préparé à faire un peu de tout, vous pouvez amener votre chien à avoir un physique assez un chien qui va s'entraîner, qui va faire certains jours des sports d'explosivité, de puissance, de traction de poids, certains jours des sports de saut, des trucs de saut, etc. Enfin, vous allez pouvoir varier. Si vous variez régulièrement, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez arriver en compétition, vous allez avoir un chien qui est plus ou moins apte à faire de tout. Moi, comme je vous avais dit, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, mais je pense à une personne en particulier qui un jour dans un événement me demande, ouais, mais pourquoi tu fais pas le weight pulling? Pourquoi tu fais pas le weight pulling? Et moi, je sais dans ma tête que pendant 3 ans, au DSHA ne faisait quasiment que ça. Et on me demandait, pourquoi tu fais pas des sports de saut? Pourquoi tu fais pas des sports de saut? Et à un moment donné, j'ai varié complètement. Et principalement quand les règles des sports de traction de poids ont changé et que j'avais la flemme de reformater mes chiens à travailler, à performer avec les nouvelles règles, chose que finalement je leur ai appris. Je pense notamment aux appâts, parce qu'il y a aussi des mauvaises langues qui disent oui, mais s'il fait pas tracter ses chiens dans des concours de weight pulling, c'est parce qu'en fait ces chiens ne savent pas tirer sans appât. Les règles dans le passé étaient qu'on pouvait apprendre à nos chiens, on pouvait faire tirer nos chiens avec des appâts, donc avec un jouet ou quelque chose lors des événements de weight pulling de traction de poids, alors que maintenant on ne peut plus le faire dans quasiment toutes les fédérations. Et quand vous avez appris à un chien que vous l'avez conditionné à tirer avec un appât pendant tant d'années, après pour changer ses habitudes et le faire tirer sans appât, ça devient complètement différent. Moi, quand il tirait avec un appât, j'avais mes facilités par habitude. Je sais comment j'ai développé leur puissance pour qu'ils deviennent entre guillemets les meilleurs. Alors quand je dis les meilleurs, c'est pour qu'ils deviennent les meilleurs. Je vous dis pas que c'était les meilleurs chiens du monde, mais ce que je vous dis, c'est que j'ai essayé d'exploiter leur potentiel au maximum, et ça leur a permis de rafler pas mal de coupes, notamment Sacha qui elle en a vraiment grâce à sa différence entre son petit poids et les grosses charges qu'elle savait tracter en compétition, ça m'a fait remporter pas mal de coupes pendant 3 ans. Ensuite, quand on nous a dit qu'il ne fallait plus utiliser d'appât, j'ai dû conditionner mes chiens autrement. Ça veut dire leur apprendre à tracter, mais sans appât. Beaucoup de gens vous diront oui, il faut que le chien il tire pour son maître, le fait que votre chien tire sans appât, c'est la preuve qu'il vous aime, qu'il le fait pour vous, etc. Alors moi je suis complètement, mais pour moi c'est n'importe quoi à 80%. À 80%, c'est n'importe quoi. Je dis à 80% parce qu'à 20%, il y a beaucoup de chiens qui, effectivement, pour moi, c'est du cas par cas. Il y a des chiens qui font des choses pour leur maître. Il y a des chiens qui vraiment, ils ont l'amour de faire les choses pour leur maître. Mais il y a des chiens, la plupart des chiens font des choses parce qu'ils ont été conditionnés pour ça. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de plaisir à le faire. Attention, je suis pas en train de vous dire que ils sont conditionnés comme des robots et ça veut dire qu'ils aiment pas ce qu'ils font, mais ils le font parce qu'ils ont été conditionnés. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ce que je veux dire, c'est simplement que de la même manière que vous apprenez à votre chien à s'asseoir avec une friandise, pour ensuite que vous l'appreniez à s'asseoir sans friandise, c'est un conditionnement. Au final, quand vous dites assis, il le fait point barre parce que vous lui avez demandé. On peut apprendre à un chien à tracter. C'est une fonction, c'est un chien de travail. Ce sont des races, de toutes les races que nous avons et auxquelles nous pensons et de quoi nous parlons. Ce sont au départ des races, ce sont des chiens de travail. Ils ont été créés pour répondre à des activités ou à des aides envers l'humain ou à des exercices pour certains travaux. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des chiens de travail. C'est un terme générique, mais en fonction de la race dont on parle, vous allez voir historiquement qu'ils ont servi à telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction, telle fonction. Ok? Donc au final, quand vous apprenez à un chien à tracter du poids, c'est quelque chose que vous lui apprenez, vous le conditionnez
à le faire. Ensuite, évidemment que ça peut lui faire du bien. Parce que le chien, en fait, quand il a trop d'énergie en lui et qu'il sait pas comment la dépenser, c'est lui, il va pas se dire, oui, je veux tirer un chariot pour dépenser mon énergie. Mais vous, avec de la hauteur de votre intelligence complexe qu'a l'être humain, vous savez que certaines actions vont générer certaines conséquences favorables et positives, à savoir le fait de faire tel exercice, ça va dépenser votre chien comme ça. Peut-être qu'un petit chien ou un chien qui a d'autres facultés n'aura peut-être pas la capacité de bien exécuter ce sport-là, mais un chien comme le chien que vous avez qui a vraiment une grosse énergie à dépenser, eh bien, il lui faudra peut-être une grosse activité, un gros exercice conséquent, et en ça, il pourra trouver son plaisir dans le weight pulling, les exercices de traction de poids. Vous allez amener votre chien sur la piste, il va tirer, il va se démener parce qu'il aura appris techniquement, il aura été conditionné à comprendre comment ça fonctionne. Et même sans appât, puisque je parlais d'appât et sans appât, et une fois qu'il aura appris, eh ben, il va tracter, parce qu'il sait que voilà, je tracte, c'est un challenger, dans sa tête, c'est un chien qui en veut, qui veut se dépenser, qui veut se donner, qui veut faire le truc, et il va s'appliquer dans sa tâche. Voilà. Moi, j'ai dû apprendre à Odin et Sacha maintenant à tracter sans appât. Ça m'a pris beaucoup de temps. Maintenant, ils savent le faire. Mais même s'ils savent le faire sans appât, ils sont pas aussi bons que l'époque où ils raflaient toutes les médailles, toutes les coupes des compétitions auxquelles ils participaient. Donc, tout ça, ce sont aussi des espèces de conditionnements qui peuvent être compliqués, des apprentissages qui peuvent être compliqués à apprendre. Mais en tous les cas, je l'ai fait, mais même si je l'ai fait, j'ai quand même décidé de changer mon orientation et de leur apprendre à performer dans les sports de saut. Alors, pour performer dans les sports de saut, vous allez devoir donc, comme j'expliquais, par rapport aux 3 catégories de sports, les sports de saut, les sports de traction, de puissance et les sports de course libre, au leurre, etc., eh bien, pour les sports de saut, vous allez avoir besoin d'avoir un chien avec un gabarit allégé, un chien véloce, un chien explosif, ce qui n'est plus la même chose que toutes les compétences dont requiert le weight pulling. Le fait de faire aussi beaucoup de sports de traction, ça enraidit votre chien. Je l'ai aussi compris en faisant pas mal de séances de drag pull. Je me suis rendu compte que mes chiens, ils devenaient plus raides. Ils étaient très solides, très durs, très costauds, mais pour tout ce qui était sport de saut, il devenait très raide. Et ça, ça devient un défaut parce qu'en fin de compte, votre chien ne sait plus, en fait, s'élancer avec une telle élasticité qui va atteindre des performances qui vont lui permettre d'arriver sur le podium. Donc, de gérer les règles du jeu pour tenter de remporter la partie. Avec amusement, etc. On revient plus là-dessus. Donc, quand j'ai voulu faire ça, j'ai mis de côté tout ce qui était drag pull et sport de traction, et je me suis concentré sur tout ce qui était sport vraiment de vélocité, d'agilité, de saut, etc. Et c'est comme ça que j'ai vu les performances de mes chiens évoluer. Donc là, c'est toujours des conseils pour des professionnels. Si jamais vous voulez vous mettre, enfin des professionnels ou des personnes plus qu'avancées, on va dire ça comme ça, vous voulez avoir un chien qui performe au mieux dans tout ce qui est sport de saut, alors vous vous concentrez sur tout ce qui est sport de saut, tout ce qui est sport d'agilité, etc. Et alors, vous allez pouvoir permettre à votre chien de développer ses capacités à performer au mieux dans les sports de saut. Si vous voulez par contre que votre chien soit meilleur dans les sports de traction de poids, alors vous allez vous concentrer sur tout ce qui est drag pull, en longue session de 30-45 minutes par exemple, ou en courte session de 20 minutes sur des courtes distances, etc. avec des poids plus importants. Mais vous allez vous concentrer sur tout ce qui est de sport de puissance. Leur puissance va s'améliorer, leur endurance musculaire va se développer aussi, et même s'ils s'enraidissent, ils s'enraidiront mais en étant construits pour être de parfaits weight pullers, de parfaits chiens de traction de poids, ce que vous aurez recherché. Si maintenant, alors, je dis enraidir, il faut pas le prendre de manière péjorative, je le place vite fait parce que je sens que on va me reprendre là-dessus. Quand je dis enraidir, c'est pas un défaut, ça veut juste dire que si tu fais beaucoup de musculation ou des sports de puissance, même en tant qu'humain, si tu fais pas énormément d'étirements ou énormément d'exercices qui entretiennent ton élasticité, etc., eh bien, tu vas devenir un peu plus recroquevillé sur toi-même, dans tes mouvements. Ok? Ensuite, si jamais tu vas avoir un chien qui sprint, un chien qui galope, un chien qui va au leurre, un chien qui, là, tu vas entraîner, principalement avec le flirt pull par exemple, tu vas entraîner sa capacité à pouvoir changer de direction rapidement, tourner sur lui-même, sprinter, courir, décélérer, accélérer, etc. Et ça, à ce moment-là, tu vas viser une condition physique beaucoup plus allégée, beaucoup plus svelte, mais qui va te permettre qui va permettre à ton chien de ne pas avoir du poids inutilement en lui, pas sur lui, mais en lui, et qui vont le freiner, le ralentir dans ses performances, mais qui vont permettre de le laisser galoper et aller au bout
des choses. Alors, avoir un chien qui soit champion dans les 3 disciplines dans le même événement, c'est quasiment impossible. Je pense que tu peux avoir un chien qui est number one weight pool et qui, si tu le prépares différemment pour une autre compétition 8 semaines après, ou 12 semaines après, peut être un number one de sport de saut. Je pense que c'est quelque chose qui est possible. D'ailleurs, je pense que tu peux même, en fait, être le number one en traction de poids, en sport de saut et en sport de course de l'heure, etc. Mais seulement si le niveau de participation des autres chiens n'est pas si élevé. À ce moment-là, tu peux tout remporter, tu peux tout rafler. Il y a des chiens qui ont déjà tout raflé, tu peux le faire. Mais si tu veux te mesurer aux meilleurs chiens, enfin, si tu veux mesurer tes chiens aux meilleurs chiens dans leur discipline, les meilleurs chiens de weight pool, les meilleurs chiens donc de traction de poids, les meilleurs chiens de drag pool et compagnie de traction de poids, les meilleurs chiens de tout ce qui est saut et les meilleurs chiens de tout ce qui est leurre, tu n'auras normalement, c'est quasiment impossible, ou alors il faudra me citer un chien, mais c'est quasiment impossible que tu aies un chien qui soit le meilleur dans toutes les disciplines en se confrontant au meilleur de toutes les disciplines dans le même événement. C'est quasiment impossible. Vous voyez très bien que un bodybuilder, il est excellent dans sa discipline. Un gars qui fait du marathon, il est excellent dans sa discipline. Un sprinter, il est excellent dans sa discipline. Mais chaque sport requiert que tu aies un certain physique. Celui qui fait du saut en longueur, celui qui fait du saut en hauteur, ils ont un physique qui est taillé pour leur discipline. Ils mangent de manière à avoir un corps et ils font des exercices pour avoir un corps lié à la discipline qu'ils pratiquent et pas une autre discipline, ou pas pour avoir le perfect body, le corps parfait pour que les gens sur Instagram mettent le kiff. Non, il prépare son chien, son corps pour être le meilleur dans la discipline qu'il pratique, et le fait d'avoir des muscles, ce n'est que la répercussion de ses entraînements si il en a de visible. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour voilà, Sweetie Sab. Ok, ça répond à mes questions. Va falloir faire un choix. Donc ok. Ben ça répond à tes questions. Si, comme j'ai dit, si jamais tu as l'expérience et que tu décides de te focus sur sur les sports de saut, soit les sports de course au leurre, ou soit sur des sports de traction de poids. Mais après, ça veut pas dire que quand ton chien fait un truc, il a pas le droit de faire les autres trucs. Hein. C'est vraiment si tu veux vraiment exceller dans la discipline que tu souhaites pratiquer. Je ferai une petite parenthèse pour tout ce qui est sport de show, show de beauté, ou alors pour ceux qui ont des chiens, des pitbulls ADBA et tout ça, et qui vont dans les sports, les conformations, etc. Alors, je vais faire une toute petite parenthèse parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont forcément concernés par ça, mais si vous préparez votre chien pour un show de beauté, etc., il y aura trois trucs que vous devez savoir. La première chose, c'est qu'il faudra préparer votre chien à tout ce qui est la performance du statique, avoir votre chien qui se tient bien, droit, les pattes arrière bien en arrière, que l'angulation soit bien visible au niveau des jarrettes et tout ça, qu'il y ait une belle forme harmonieuse à observer au niveau des deux pattes, que vos pattes, les pattes de devant se tiennent bien également, que le chien ait un minimum de charisme. Ce sont des choses qui se préparent avec aussi également des petits appâts, des petites friandises, etc. Mais ça demande de l'exercice. N'hésitez pas à aller dans les groupes et à demander sur comment ça se passe, et alors les gens plus expérimentés pourront vous en parler. Ça, c'est la première chose, c'est préparer un chien pour le show, pour qu'il se présente bien devant les juges. La deuxième chose qu'il faudra savoir, c'est qu'au niveau de la condition physique, il faut préparer votre chien. Il y a des gens aussi qui m'ont dit, j'avais déjà eu une discussion avec quelqu'un qui me disait, oui, moi je sors mes chiens de la cage, je les mets là-bas, je vais présenter mes chiens au juge. De toute façon, tout ce qui compte, c'est qu'il faut qu'ils ressemblent à un pitbull. Non, mais enfin, là, je parle pour les shows de pitbull, hein, mais si vous faites des shows d'autres races, ça revient au même. C'est que il faut suivre les critères de votre race. Quand vous allez sur le site de l'ADBA, pour parler de pitbull ADBA ici en l'occurrence, vous allez sur le site de l'ADBA et vous allez regarder le PDF qui concerne tout ce qui est sur à quoi doit ressembler le standard du pitbull, vous verrez que on demande que le pitbull ait un physique athlétique, que ses muscles soient visibles et palpable, mais de manière fine. Il ne souhaite pas avoir des muscles super épais ou super arrondis. Il faut que ce soit léger, mais bien dessiné, bien fin, une structure bien solide et bien dure. Et ils en parlent. Moi, quand j'en parlais à l'époque avec une personne qui me disait non, moi c'est pas ça qui compte, ça n'a rien à voir, la condition physique, ça n'a rien à voir dans les shows, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je disais oui, mais moi je me souvenais plus que je l'avais lu, mais je savais pourquoi je me battais dans cette discussion, c'est parce que je l'avais lu, c'était dans un coin de mon cerveau, mais je ne savais plus restituer l'information. Et quand
j'ai été réviser un petit peu mes connaissances en consultant les informations concernant le règlement de la participation des chiens aux shows de beauté, de conformation, de sanctions dans les shows de Pitbull ADBA. C'est là que j'ai revu ces paroles et je me suis dit mais purée, mais si je m'en étais souvenu à ce moment-là, j'aurais juste été sur le site, je l'aurais montré et elle m'aurait donné raison, cette personne-là que je ne citerai pas. Après voilà, c'était pas bien méchant, mais savoir que voilà, c'est un chien qui nécessite dans son standard d'être athlétique. Donc faire des gros lards, c'est ni mauvais ni bon, c'est ni bon pour la santé, ni bon pour le standard de la race que vous avez choisi d'avoir et d'élever chez vous. Donc ça c'est donc conseil numéro 1 en show de beauté, préparer la performance, le show, le statique, mais également préparer le fait de montrer les dents de votre chien, que le juge puisse les manipuler la gueule de votre chien, ou alors que vous puissiez être à même de vous bien présenter les dents de votre chien, c'est très très important, qu'il puisse toucher les testicules pour ceux qui ont des mâles, que le juge puisse toucher les testicules pour s'assurer que elles sont bien en place. Ça fait aussi partie de choses que le juge va certainement regarder. Il va peut-être toucher votre chien au niveau de la taille et tout ça, ça se prépare. Donc voilà, au niveau donc de la performance du chien, au niveau de la condition physique du chien. Et le troisième point à avoir en tête, c'est que tout dépend en fait de l'appréciation des juges. Vous allez voir que souvent dans des shows, alors je vais rester en référence avec les Pitbull ADBA, souvent dans des shows, quand vous allez arriver, on va vous dire qu'il y a 2 rings. Par exemple, il y a le ring du juge, je sais pas, je vais inventer un truc, Bob Sapp, et le deuxième ring, ce sera le ring de Mirko Cro Cop. Voilà, donc ce sont 2 juges que je viens d'inventer. Enfin, j'ai inventé. En vérité, c'est des anciens combattants de MMA, mais voilà, et qui seront 2 juges. Et en fait, si vous venez participer et que vous dites, voilà, moi je veux participer aux 2 rings, eh ben ça fait que dans le premier ring, vous allez être jugé par un premier juge. Un juge qui va peut-être estimer que vous avez le meilleur chien de sa catégorie, de sa classe d'âge, etc., et qui va vous le classer premier. Mais si vous allez participer ensuite au 2e ring de Mirko Cro Cop, eh ben peut-être que pour lui, il va estimer que vous êtes le 4e chien le plus conforme à la race, et il va vous placer 4e. Donc tout dépend du juge sur lequel vous tombez. Ça, c'est un élément dont vous n'avez pas la maîtrise. Parfois, vous allez peut-être vous inscrire à un seul ring parce que ça peut coûter un peu cher et pas au 2e, et peut-être que vous allez perdre au premier ring, alors que ça se trouve qu'au 2e, le juge vous aurait mis premier. Mais ça, on peut pas le savoir à l'avance, on sait pas le deviner. Donc ça, ce sont des choses dont il faut tenir compte au niveau des shows de beauté, et je vous avais dit que j'allais pas rester très longtemps dans ce chapitre. Alors, en dehors de tout ça, il y a évidemment la nutrition. Comme ce qui va aussi apporter une réponse justement à qui avait posé la question au sujet des croquettes. Eh bien au niveau, alors je prends vite fait une question avant d'enchaîner. Pitbull qui demande quel est le meilleur âge pour commencer le sport à son chiot. Alors je vais peut-être pas relancer vraiment tout le sujet sur le meilleur âge pour commencer le sport à son chiot. Je dirais juste que l'initiation du chiot peut se faire à n'importe quel âge, mais quand je dis initiation, ça veut dire désensibiliser son chiot, lui apprendre qu'un harness n'est pas mal, qu'un objet que vous allez utiliser plus tard n'est pas mauvais, lui faire découvrir tout ça, lui faire apprendre des petites techniques de mouvement sur les différentes performances qu'il réalisera plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'initiation. Et ça peut se faire à n'importe quel âge. Il faudra juste toujours faire attention à comment se passe la procédure, et si vous n'êtes pas sûr et que vous n'y connaissez rien, posez des questions à des personnes plus expérimentées pour qu'elles puissent vous aider en amont sur les groupes Facebook, et principalement évidemment, puisque je prêche pour ma paroisse, le groupe Sport for My Pitbull sur Facebook. Sinon, tu peux aller sur la chaîne YouTube Sport for My Pitbull, dans la playlist des Dogs of the Week. J'ai déjà fait des vidéos qui parlent de à quel âge commencer le sport avec son chiot et de quelle manière, etc. Donc tu pourras aller consulter cela, Pitbull, parce que tu t'appelles Pitbull ici sur Facebook, je ne connais pas ton vrai nom. Et voilà, ou alors tu vas sur YouTube et tu tapes à quel âge commencer le sport avec un chiot, et normalement la vidéo que j'ai faite sera dans une des premières proposées par YouTube. Salut, sinon à part ça, ouais, voilà. Donc pour tout ce qui concerne la nutrition, quand vous préparez votre chien, ben voilà, moi ce sont des choses que j'ai déjà dit, mais que vous l'avez peut-être écouté il y a des mois ou des années, et que maintenant vous avez une vision plus lucide de nos activités. Tout ce qui concerne la nutrition, déjà pour tous ceux qui sont aux croquettes, ce n'est pas un grand mal, hein. Il y a des personnes qui ont leur chien aux croquettes et ça se passe très bien, ils font ce qu'ils ont à faire, et ils ont leur chien conditionné comme il faut avec des croquettes. Avec des croquettes, et d'autres personnes qui seront plutôt au barf, à la nourriture crue. Il
l'idée, c'est d'amener son chien quand même quand vous à un poids convenable, comme je vous en avais déjà parlé. Quand vous êtes aux croquettes, la seule manière que moi je vois de conditionner votre chien, c'est de l'exercer au quotidien. Donc, vous avez un train de vie normal, par exemple, et vous commencez par le sport. Évidemment, si votre chien est trop gros, hein, je vous ai dit, hein, si vous touchez, vous palpez un petit peu sa cage thoracique et vous voyez qu'en vérité, vous sentez vraiment plus de chair et que vous n'arrivez même à peine quasiment pas à toucher ses côtes, en général, c'est que votre chien, il est un petit peu en surpoids. Et dans ces cas-là, ce que je vous inviterais à faire, c'est d'abord corriger votre gamelle. Peut-être que vous lui donnez 500 grammes de croquettes, tout doucement, vous allez réduire un petit peu votre gamelle parce que vous pensez bien faire ou votre chien montre qu'il a trop faim. C'est une erreur. Vous allez peut-être passer de 500 à 450 pendant une semaine. La deuxième semaine, vous allez réduire de 50 grammes encore et vous allez observer en fait sur la balance si le poids se régule et physiquement, visuellement et de manière et à la palpation si le poids se régule. Une fois qu'il a un poids convenable, à ce moment-là, vous allez pouvoir davantage pratiquer du sport. À savoir que pendant que vous diminuez les rations de croquettes progressivement, faire des marches rapides ou de la natation, ce seront deux activités que vous pourrez déjà mettre en place pour faire perdre du poids à votre chien. La natation, c'est hyper conseillé, mais on peut pas le faire à n'importe quel moment de l'année. Et la marche rapide, c'est la marche de vous partez avec votre chien et vous partez d'un bon pas. Vous marchez rapidement comme son nom l'indique. Vous verrez que vous-même, après 10 minutes, vous serez peut-être déjà en train de transpirer. Mais c'est ce qu'on appelle la marche rapide et c'est ce qui va permettre à votre chien de se dépenser sans prendre de risque de se blesser à cause de son surpoids. Ça va? Une fois que vous arrivez à un niveau de physique convenable, alors vous allez peut-être pouvoir commencer à pratiquer différents exercices de sport cités au début du live et le faire performer encore et encore de manière à ce qu'il s'améliore. Normalement, le fait de pratiquer du sport, ça va le faire dépenser plus de calories, donc logiquement, son poids va encore diminuer. Si maintenant vous voyez que vous faites des entraînements assidus et que son poids ne diminue plus, et que vous êtes aux croquettes, je précise bien, c'est dans le cas des personnes qui sont aux croquettes, parce que pour la nourriture crue, ça sera encore un autre mode d'emploi. Et bien à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir diminuer légèrement les rations, parce que il se peut que les rations soient encore un peu trop élevées pour un chien qui s'entraîne pour ce genre de choses. Et donc, il faudra diminuer un petit peu les rations de croquettes. Ça, c'est pour les gens qui sont croquettes. Pour les gens qui sont à la nourriture crue, là ce sera différent, vous pourrez beaucoup plus jouer. Alors de nouveau, j'irai peut-être pas dans tous les détails de comment préparer un chien au niveau nutritionnel, mais si je peux vous donner un exemple, par exemple, c'est qu'une personne qui va donner, par exemple, je sais pas moi, au niveau de la viande, je vais aller dans le plus gras, je vais aller dans une personne qui donne 400 grammes de viande hachée de bœuf, hein, et qui donne le premier prix. Dans le premier prix du haché de bœuf, si vous allez chez un boucher, vous allez voir qu'en général il y a plusieurs tranches variétés de qualité de viande hachée. Si vous prenez la première, souvent c'est de la viande hachée qui est fort mélangée avec du gras, avec des parties quelconques, et voilà, et qui apporte beaucoup plus de calories que une même quantité de filet de poulet. 400 grammes de haché de bœuf premier prix et 400 grammes de filet de poulet, ce n'est absolument pas la même chose. Vous pouvez avoir beaucoup de protéines dans les deux cas, mais vous allez avoir aussi vous allez surtout avoir beaucoup de crasse dans le haché, alors que dans le filet de poulet, vous allez avoir une viande blanche, très épurée, très propre, avec beaucoup de protéines, mais très peu de calories. Ce qui va permettre à votre chien de conserver au maximum les muscles qu'il a gagnés jusqu'à présent, tout en décrassant le corps du chien. Et donc, votre chien va perdre du poids, perdre de la graisse, mais conserver un maximum de muscle. Du muscle, il en perdra tout le temps. Il en perdra d'office en faisant une sèche, ce qu'on appelle une sèche, mais il en perdra moins, il catabolisera moins, ce qu'on appelle cataboliser, perdre du muscle. Il catabolisera moins si il conserve un niveau de protéines bien élevé, niveau de protéines qu'on peut retrouver principalement dans du filet de poulet ou de la viande de dinde, de la viande blanche en tout cas, et voilà, tout simplement. Évidemment, je vous dis ça veut pas dire qu'il faut donner que de la viande blanche ou que de ceci, hein. C'est toujours avec un repas bien complet, avec vos abats, vos os, etc. Enfin, c'est un repas bien complet, mais vous allez adapter le type de viande que vous allez mettre dans votre gamelle par rapport à ce que vous avez de l'habitude de donner pendant l'année. Donc voilà, ça c'est au niveau de la nutrition. J'ai parlé pour les croquettes, pour la viande crue en gros, pour vous orienter dans toutes les choses que vous avez déjà appris en 2-3 ans, ou de par votre expérience, ou de par ce qu'on propose sur nos réseaux. Là, je viens compléter ou alors renforcer certaines connaissances parmi les personnes qui suivent. Et alors, j'allais aussi dire,
indépendamment de la nutrition, les choses vont aussi dépendre du jour J en fait, hein, de l'état de votre chien. Et parfois, il arrive simplement que votre chien soit pas dans son assiette. Et vous aurez beau avoir tout fait parfaitement, l'amener à son meilleur poids, l'amener à la bonne nutrition, avoir préparé les bons exercices, et peut-être que les performances vont mal se passer, peut-être que votre chien ne va pas réagir correctement. Il faut pas faut pas vous torturer l'esprit de vous dire ouais mais comment ça se fait. Des fois, c'est juste pas le bon jour et c'est comme ça, c'est la vie. Même moi encore aujourd'hui, ça m'arrive encore parfois. Parfois, je suis déçu. Parfois, je me dis mais je sors un de mes chiens et ça va pas, il est pas en bonne forme mentale. Je me dis mais pourquoi? Alors je comptais spécialement sur cet événement pour faire quelque chose de plus productif et c'est comme ça m'est déjà arrivé à la fin de la saison dernière. Et alors un jour mon chien Odin, il est pas du tout bon, et ça rien ne va, etc. Et le deuxième jour, il est explosif, tout va bien, il est parfait, il est bien dans son assiette. Mais c'est des choses qui arrivent après. Il y a des choses qu'on jouait, on en parlera dans des séquences vidéo que je suis en train de monter et qui vous divulgueront encore des choses qui vous intéresseront, mais que je n'ai pas encore proposé sur le net. Alors, Jagatai Khan nous dit la nutrition c'est un sujet très sensible en ce moment. Pour avoir été au cru pendant plus de 2 ans et maintenant retour aux croquettes, il n'y a pas de changement si on choisit une marque gamme adaptée à son chien et à ses besoins. Alors Jagatai, sans vouloir t'offenser, sans vouloir être non plus condescendant, il faut que tu saches que, enfin, et si je me trompe, tu me le dis. Toi, tu travailles principalement avec des chiens qui sont très très poilus. Des chiens qui sont très très poilus. Ça va? Toutes les personnes qui travaillent avec du pitbull ou du staff, du bull terrier ou du staffy, on travaille avec des chiens qui ont des poils très très courts. Ça veut dire qu'un chien qui a des poils très très courts, visuellement, tu pourras beaucoup plus facilement observer les différences de résultats. Même si ton chien conserve le même poids, tu pourras observer un résultat différent. Il y a 2 hommes qui pèsent 100 kilos. Certains hommes de 100 kilos seront des gros lards et d'autres personnes de 100 kilos seront des hommes bien musclés. Tu vois? Tu peux avoir des physiques complètement différents pour le même poids. Et malheureusement, avec tous les poils que la plupart de vos chiens de berger ou autres ont, on ne sait pas vraiment visualiser proprement le physique du chien. Avec un pit, forcément, un staff, un pitbull, un American Pitbull Terrier, eh ben, ce sera beaucoup plus visuel. Donc, quand nous, on va commencer à jongler avec la balance du cru, eh bien, voilà. Alors, le Rottweiler n'est pas aussi poilu qu'un chien de berger, mais il est quand même très poilu. Je dois le soutenir parce que je ne suis pas un spécialiste de la race du Rott, mais j'ai des Rott autour de moi et ils ont des poils quand même beaucoup plus longs que des pits classiques, des staffs classiques. Je pense qu'on sera d'accord sur ce point-là. Mais vu qu'ils n'ont pas des poils aussi longs que les bergers, forcément, on aura plus de possibilités d'observer leur musculature que des chiens de berger. Après, moi je ne sais pas non plus les préparations que toi tu as faites ou la manière dont toi tu as varié tes gamelles, etc. Et en vertu de quel objectif également. Donc je ne peux pas parler de ton expérience. Mais voilà, moi je vous apporte, je vous transmets, je vous confie des bases que vous pouvez prendre comme vous le désirez, et ensuite à vous d'observer, de faire vos expériences et de voir si ça confirme avec vos chiens ce que je dis, ou si jamais ça vous apporte des choses, des nuances ou des variétés, et à ce moment-là, à vous de vous adapter, d'adapter vos pratiques par rapport aux chiens que vous avez entre les mains et par rapport aux objectifs que vous avez dans vos têtes, tout simplement en fait. Moi, je n'ai pas une parole d'or. On est là, on échange et je vous propose, et je suis très très content que vous participiez également dans cet échange. Et merci Jagatai de participer et dans ce live et dans le groupe Sport Format et Pitbull. On arrive tout doucement vers les derniers éléments au niveau des choses à tenir compte aussi. C'est simplement le règlement. Le règlement dans les événements sont complètement différents en fonction des événements. Donc ça, de nouveau, si vous savez où vous allez, c'est bien de vous renseigner sur le règlement de participation, sur quelles sont les règles en vigueur, qu'est-ce qui constitue des fautes, des éliminations, des disqualifications, qu'est-ce que vous avez le droit de faire. Il y a des événements dans lesquels vous devez avoir votre chien avec une grande laisse, une longe quand vous faites du saut, du wall climb. Il y a des événements où la laisse elle est interdite. Donc le fait de savoir ça à l'avance, ça va aussi vous permettre d'entraîner votre chien dans les meilleures conditions par rapport à l'événement où vous allez vous rendre. Il y a des événements dans lesquels vous aurez 3 essais par palier de saut, 3 essais avec votre chien. Si après 3 essais il a fait 3 fautes, sa performance s'arrête là. Et il y a des événements dans lesquels vous allez avoir 5 minutes pour performer. Donc on va plus compter le nombre de sauts, on va juste vous dire vous avez 5 minutes et vous essayez de performer au mieux
pour atteindre son meilleur score. Donc ça va vraiment dépendre. Mais essayez de vous renseigner sur les règlements en vigueur. Au niveau des classes également, il y a des événements dans lesquels on va faire des classes de taille de chien et d'autres ça va être des classes que par rapport au poids avec les sexes séparés. Les femelles d'un côté, les mâles d'un autre côté avec des catégories de poids. Ça c'est par exemple ce que vous allez avoir un événement d'ADBA de Pitbull, c'est que vous avez les femelles et les mâles, ils sont séparés, mais par contre vous avez 3 catégories de poids. Les légers, les moyens et les lourds. Et le pire, c'est qu'elles sont pas définies. Dans le passé, c'est même pas dans le passé, c'est la plupart du temps, avant, ils faisaient souvent les moins de 20 kilos, les 20-25 et les plus de 25. Mais maintenant, en fonction des participants, on va souvent, merci pour les likes, on va souvent placer on va prendre le nombre de chiens qu'il y a. Par exemple, s'il y a 27 chiens, on va regarder les poids qu'ils ont et on va partager les 3 classes. Merci pour les likes que vous envoyez, ça fait plaisir. On va partager les trois catégories, on va partager les 27 chiens en 3 catégories plus ou moins homogènes, de manière à ce qu'il y ait environ, 27 divisé par 3, ça fait 9, si vous me dites si je me trompe, 9 fois 3, 27. Et donc, il y aura plus ou moins 9 chiens en léger, 9 chiens en moyen, 9 chiens en poids lourd. Et vos chiens seront divisés de cette manière-là. Donc, quand vous allez préparer vos chiens, vous ne saurez même pas dans quelle catégorie, si vous êtes borderline, vous ne saurez même pas si vous serez dans les légers ou dans les moyens, ou alors entre les moyens et les lourds. Ça va dépendre du jour J. De nouveau, c'est un jeu, donc vous arrivez sur place, vous performez du mieux que vous pouvez et vous aurez potentiellement des prix en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous trouvez et des challengers qui sont présents ce jour-là. Votre chien peut être le premier, le number one ce jour-là. Ça veut pas dire que c'est le meilleur du monde. Ça veut dire que ce jour-là, contre les concurrents qu'il a eu, eh bien, il a été le meilleur. Mais ça, c'est le jeu, hein. Et vous pouvez être fier si vous remportez la partie et ne faites pas attention aux gens qui diront ouais mais c'est parce que j'étais pas là, ouais mais il fallait alors viens. Les gens qui sont en mode ouais c'est parce que j'étais pas là, pour moi ce sont des rabat-joie. Les gens qui parlent comme ça, oui mais le niveau n'était pas élevé. Viens, ramène du niveau, ne dis pas le niveau n'était pas élevé, ramène du niveau. Ouais mais ça m'intéresse pas. Mais pourquoi ça t'intéresse pas? Si toutes les personnes qui ont soi-disant du niveau comme toi ne viennent pas, alors il y aura pas de niveau. Ramène ton niveau, ramenez votre niveau et ensuite on regarde qui remporte la partie, hein, dans le bien et la bonne humeur. Mais parler quand on n'est pas là, c'est très facile. Hein. Dire mon chien fait ci, mon chien fait ça, c'est très facile. Mais se prêter à l'expérience complète d'aller dans un endroit, faire face au soleil ou à la pluie, au vent, intérieur ou extérieur, la discipline, le mur, la matière du mur, la matière de la piste de weight pulling, les infrastructures, le stress, le nombre de gens autour de vous, la manière dont vous avez préparé votre chien. Ça commence à faire beaucoup d'éléments, hein. Mais est-ce que tous les éléments seront au vert le jour de votre performance? Ça, c'est pas sûr. Donc parler blablabla sur Internet, c'est facile, mais il faut venir sur place faire les choses, pas juste juger les gens qui eux prennent le temps de payer, de dépenser de l'énergie et de l'argent pour vivre leur passion à fond et de se déplacer jusque dans les événements. Donc voilà, faire donc bien attention aux différents règlements dans lesquels vous allez. Je sais que pour ceux qui font beaucoup de DCF dans les arénas de France, eh bien vous verrez que là par exemple vous avez des classes de taille de chiens, donc la taille au garrot. Hein. Votre chien est mesuré au garrot dès le début de l'événement et à ce moment-là, eh bien vous allez être classé dans la catégorie à laquelle appartient votre chien et vous allez suivre aussi les autres règles qui seront inscrites dans le règlement. Merci pour les likes. Je vois ici que évidemment, je vous avais déjà parlé de tout ce qui était vidéo. Hein. Pensez bien, si vous avez un ami ou quelqu'un qui vous accompagne, lui passer votre téléphone, faire une petite vidéo de vos différentes sessions pour pouvoir les visualiser après l'événement. C'est important et ça aide beaucoup. Tous les professionnels, même chez les humains, filment leurs sessions d'entraînement, filment leurs performances pour pouvoir savoir qu'est-ce qui n'a pas été, à quoi est-ce qu'ils n'ont pas fait attention parce que le jour J, là, avec l'adrénaline, etc., vous ne faites jamais attention à tout. Donc c'est bien d'avoir des vidéos pour vous aider à voir qu'est-ce qui n'a pas été, quelle technique était mauvaise, qu'est-ce qui a fait que vous avez échoué. Le sujet des croquettes, je l'ai abordé là au-dessus. On m'avait posé la question, est-ce qu'il y a une condition physique particulière pour les chiens alors j'en ai parlé aussi, la condition physique, hein, elle dépend un petit peu de ce que vous allez pratiquer, on en a parlé longuement. Alors, moi j'ai noté aussi tout ce qui est complément alimentaire, pour tout ce qui, alors, les deux gros sujets tabous, c'est les derniers points que j'ai notés pour ce live, les compléments alimentaires et les stéroïdes, hein, le point tabou de la fin du live. Les compléments alimentaires, alors, moi je ne suis pas calé en compléments alimentaires, donc je n'aurai pas les plus grandes assistances à vous en
à vous apporter. Mais c'est pas parce que moi je suis pas calé en complément alimentaire que ça veut dire que tout est dégueulasse ou alors que ça n'existe pas ou que ce n'est pas bien. Ça veut juste dire que moi j'ai ma propre opinion que j'ai déjà souvent partagée sur les réseaux. Mais si vous allez de nouveau dans le groupe Sport for My Pitbull, vous allez dans les onglets, les sujets questions-réponses. Il y a des gens qui ont posé des questions par rapport au complément alimentaire. Ou alors vous tapez dans la barre de recherche du groupe Sport for My Pitbull sur Facebook, vous tapez complément alimentaire ou supplément, et vous allez voir qu'il y a des sujets qui ont été traités à ce sujet, et il y a des personnes qui ont partagé voilà le type de compléments qu'ils apportent à leur chien. Il y a des compléments complètement naturels, des herbes, de ceci, des trucs, des poudres, il y a des trucs qui sont extrêmement naturels, parfois même des choses que vous pouvez faire vous-même. Et puis il y a des compléments qui sont qui ressemblent à ces pots ces pots qu'on peut retrouver comme chez les humains, avec des il y a de tout. Il y a des pots de protéines en poudre, il y a des trucs pour la récupération. Il y a des trucs pour la récupération plus rapide entre des sessions de sport. Il y a des choses pour entretenir les ligaments et les tendons de manière plus solide. Il y a des choses pour que les chiens se sentent mieux. Enfin, il y a différents types de compléments alimentaires qui peuvent justement venir complémenter, supplémenter la nourriture de base que vous avez déjà. Moi, je pars du principe que si jamais vous avez un chien au cru et que vous apportez tous les éléments nécessaires, c'est largement suffisant. Mais il est possible que vous apportiez des compléments qui puissent vraiment renforcer et aider votre chien à se sentir encore mieux, surtout pour les chiens les plus sportifs et les plus compétiteurs. Donc voilà pour les compléments alimentaires. Et pour ce qui est des stéroïdes, eh ben ça de nouveau j'en avais déjà parlé, mais j'en reparle encore. C'est quelque chose que je vous recommande évidemment absolument pas à toutes les personnes qui entretiennent le mythe que Audin et Sacha consommeraient des choses comme ça. Évidemment que non. Mes chiens, ce sont avant tout mes chiens de famille. Ce sont mes propres chiens. Je n'ai pas choisi, je n'ai pas sélectionné mes chiens pour le sport. Beaucoup de gens font ça, hein. Je ne leur jette pas la pierre, hein. Mais beaucoup de gens font ça. Ils achètent un chien pour un sport particulier, pour un sport précis. Ils disent, moi, je veux avoir le meilleur weight puller. Ils vont sélectionner une lignée de sang, une lignée de sang avec des chiens qui sont connus pour être excellents dans le weight pulling. Ils vont sélectionner une lignée de sang pour avoir des chiens qui sont connus pour être les meilleurs dans les sports d'agilité ou ou d'avoir un bel instinct de chasse ou de ceci, de cela. Bien sûr, ça peut se faire comme ça. Mais dans mon cas, dans ce qui s'est passé, j'ai pris 2 chiens. J'ai pris une race que je connais, j'ai pris une race que j'apprécie. Je voulais cette race-là pour sa polyvalence et pour tout ce que je pouvais faire avec, en plus du fait que je les trouvais beaux, magnifiques à mes yeux. Et ensuite, j'ai vu ce que je pouvais faire avec, j'ai développé leurs capacités et j'ai vu que j'ai pu participer à des événements, qui se débrouillaient pas mal dans certaines choses. J'ai travaillé là-dessus, on a remporté des prix et c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais il n'a jamais été question de stéroïdes. Jamais. Rentrer dans un jeu comme ça, pour moi, c'est comme faire un pacte avec le diable. Et tu peux perdre ton animal à n'importe quel instant parce que tu vas lui donner une saloperie. Tu sais même pas si ce que tu vas lui donner est complètement propre. Tu sais même pas d'où ça vient. Tu sais même pas qui l'a fait. Tu vas risquer son cœur lâche après peut-être des semaines, des mois, des petites années. Tu sais pas ce que tu fais, en fait. C'est de jouer avec le feu. Après, si tu t'en fous de ton chien, tu peux le faire. Tu vas faire des trucs comme ça. Voilà. Mais ce n'est pas mon cas. J'aime mes chiens. Je tiens à les garder le plus longtemps possible. Et je n'aspirerais jamais à faire une chose pareille pour gagner quoi? Une petite coupe? Une coupe? J'ai gagné tellement de coupes sans jamais rien faire comme bêtise. Pourquoi je vais commencer maintenant? Ça n'a aucun sens. Et si un jour ils peuvent plus gagner de coupes ou qu'ils sont des éternels 5e, 6e, 7e, eh bien, c'est pas grave. On sera venu, on se sera amusé, on aura pris notre pied, on aura participé au divertissement et à l'amusement avec les autres challengers. Et voilà, point à la ligne. Ça, et peut-être que la relève viendra et fera du mal au chat du moment. On ne sait pas. Du mal, sportivement parlant, évidemment. Donc voilà. Luca Lorino, what's happening here? On est là. Alors, ouais, voilà. Voilà. Écoutez, je sais pas est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions ou des choses qu'ils voudraient savoir, des choses qui leur passent par la tête qu'ils voudraient déclarer maintenant? Moi, si c'est le cas, je vous le dis, je vous réponds. À vous de me dire. Si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. Moi, j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Donc si vous avez une question, quelque chose que vous voudriez savoir, vous me le dites et alors je vous réponds de suite. J'essaie de regarder les commentaires. J'ai l'impression que les commentaires ne se mettent pas à jour, mais dites-moi, écrivez et je vous dirai.
Salut Kenny Karen. Toi, tu t'es réveillé comme ça d'un coup, tu t'es dit, je vais venir voir ce qui se passe ou quoi? Il est minuit. Oui, je suis bien d'accord, mais je parlais en comparaison avec un pit, par exemple. En réponse à le rot, c'est pas très poilu. Ouais, ouais, le poil d'un Rottweiler et le poil d'un pitbull, c'est incomparable. Et évidemment, le poil d'un Rottweiler est beaucoup plus court que le poil d'un chien berger, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, les petits pouces bleus, là, je vois des petits pouces bleus partout. C'est bien, les gars. Placez vos petits pouces bleus, vos petits cœurs, si vous avez apprécié un petit peu tout ce qui a pu être partagé. C'était un live un peu plus sérieux, on va dire, mais instructif, intéressant, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas, hein, pour le référencement, placer des petits pouces bleus, placer des petits cœurs, placer des ceci, cela. C'est toujours bon pour le référencement. Vous savez qu'on vit dans un monde où tout est fort lié à l'électronique, aux algorithmes et compagnie. Donc quand je vous dis ça, c'est pas pour vivre du buzz ou me faire kiffer, c'est surtout pour pouvoir aider Facebook à rendre compte que ce que je fais ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd et peut vous faire apprécier la chose et donc voilà, être diffusé un maximum. C'est le réseau qui a le public, qui a le contrôle, on va dire. Kenny Karen qui demande comment faire prendre des épaules poitrail à ma chienne. Ben, pour tout ce qui est prise des épaules du poitrail, et merci Sweetie du fait d'avoir dit que c'est très instructif et intelligent. Pour tout ce qui est prendre des épaules et du poitrail, ça se passera souvent avec tout ce qui est les sports de traction et principalement un sport que j'affectionne particulièrement, c'est le drag pull sprint. Donc le fait de mettre ton chien, donc déjà il faut le harnais approprié. Hein. Je ne vais pas faire ma petite pub, même si je pourrais, et ce serait totalement légitime. Mais voilà, après donc tu as ton équipement approprié, tu as ton harnais de traction auquel tu vas accrocher un poids, une luge avec des disques de poids que tu vas pouvoir augmenter au fur et à mesure, ou alors des poids divers que tu adapteras en fonction de ce que tu as auquel tu as la possibilité d'avoir accès et faire des sprints. C'est des sprints sur des distances d'environ 30 mètres de sprint. Quand tu fais des sprints sur 30 mètres avec un lest de plus en plus élevé, eh bien, le fait que le chien alors, dans l'herbe, la terre, le pire, mais le mieux et le meilleur, le sable. Le fait que le chien doive brasser, eh ben, chaque fois qu'il tire, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Je vais mettre en position. Au moment où l'épaule, elle travaille, au moment où il va chercher avec ses pattes pour tirer, eh ben, son épaule, elle va travailler. Et vous allez le voir, et même son, en fait, c'est un exercice qui est assez, ce qu'on appelle polyarticulaire, qui travaille en fait beaucoup de gros muscles en même temps. Et quand votre chien fait ça, ce qui est marrant, c'est que vous pouvez voir immédiatement la congestion musculaire. Votre chien, il va sprinter, il va s'agripper, il va tirer avec ses pattes avant, il va pousser avec ses pattes arrière. Et quand il va arriver au bout de la piste, vous allez regarder et vous allez le voir respirer, mais vous allez voir la congestion musculaire, vous allez voir son torse, vous allez voir ses épaules qui prennent en masse. Mais sauf que quand elles prennent en masse, ce n'est que le sang qui circule davantage dans les muscles qui sont travaillés à ce moment-là. Ce n'est que ça. Le lendemain, ça va entre guillemets se dégonfler, le vocabulaire pourri qu'on a l'habitude d'utiliser, mais que vous comprenez, que je comprends. Donc voilà, ça va se dégonfler. Mais sauf que le jour d'après, quand vous avez travaillé votre chien comme ça, à faire plusieurs sprints à répétition, eh bien ensuite vous allez le nourrir, vous allez le faire dormir, le laisser reposer. 2-3 jours, il va plus faire des trucs pareils. Et pendant ce temps-là, sa fibre musculaire, elle va se reconstruire. Elle va se reconstruire en étant plus solide, plus grosse, plus épaisse, pour pouvoir justement répondre aux besoins répondre à la capacité de pouvoir réitérer cet exercice. Sauf que nous, de nos yeux, on va voir le muscle qui grossit. Mais le corps, il s'en fout d'être plus musclé. Ça, c'est un plaisir qui appartient à l'être humain. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer aussi instinctivement pourquoi est-ce qu'on aime bien tout ce qui est musclé en tant qu'humain ou même avec les chiens, qu'on se le cache ou pas. Pourquoi est-ce qu'on aime bien le muscle? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Ça peut toujours servir ceux qui aiment bien enrichir leur culture générale. Mais voilà, ça va travailler, ça va renforcer comme ça. Je viens de voir 2 questions vite fait, mais je vais vous dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on aime bien les muscles? C'est tout simplement par question, une question de sécurité. Ça veut dire que il y a du bruit ici, il y a du bruit. Ça veut dire que c'est une question de sécurité. Ça veut dire que, par exemple, en tant que femme, quand vous voyez un homme avec une masse musculaire importante, alors quand je dis importante, c'est toute proportion gardée, hein. Sinon après ça devient oui, non, lui c'est un ballon gonflable. Mais quand vous voyez un homme
bien construit, bien musclé, ça vous inspire une forme de sécurité. Donc instinctivement, cet homme va pouvoir contribuer à gérer votre sécurité. Si vous êtes à ses côtés, ça va vous mettre dans un sentiment de bien-aisance, de tranquillité. Le mal sera écarté par ce mal-là. Le mal M-A-L sera écarté par ce mal M-A-L-E présent. Un homme, évidemment, instinctivement a d'autres objectifs quand il observe un autre être vivant, mais le fait de voir un chien, alors là je vais parler pour les humains de manière générale, un chien domestique avec une masse musculaire importante, ça va aussi vous apporter un sentiment de sécurité. Souvent les gens ont tendance à dire ouais, il prend un gros chien pour compenser ce qu'il a pas entre les jambes. Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent vous allez prendre un tout petit chien parce que vous vous sentez le devoir de protéger. Beaucoup de gens ont cet instinct, ce côté altruiste de vouloir protéger quelqu'un ou quelque chose. Et le fait de prendre un petit chien sans défense qui n'est visuellement pas très fort, ça va vous mettre dans un objectif de protection, ça va développer un grand amour relationnel entre vous et ce petit chien. Mais dans l'autre sens, vous pourrez tout aussi, ou d'autres types d'êtres vivants, apprécier le fait d'avoir un gros chien ou un chien plus relativement musclé. Vous allez prendre un plaisir à observer un chien avec une musculature importante. Et ça, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes quelqu'un de mauvais ou parce que vous êtes quelqu'un de ceci, laissez les gens vous juger. C'est très instinctif. Même les gens qui vous jugent sont soumis à ce genre de caractéristiques, mais refusent refusent parfois de se l'admettre. Et voilà, en fait, le fait d'avoir un chien plus costaud, on aime bien dire, ouais. Même les gens qui disent s'en foutent des muscles. Et ces mêmes gens vont dire ah ouais il est costaud, hein. Ou j'ai des gens qui vont dire ah ouais il est costaud, en plus je fais aucun sport, je fais rien du tout et mon chien il est costaud comme ça et je fais rien du tout, hein. Ils font rien du tout, ils critiquent les gens qui entraînent leur chien pour les rendre plus musclés. Eux ils font rien, ils ont un chien qui est musclé par la génétique, mais ils apprécient le fait que leur chien soit musclé, ils apprécient le fait que leur chien soit musclé, sans les efforts qu'ils doivent fournir avec, parce que grâce à une forme de génétique ils ont eu un chien qui est visuellement musclé. En réalité, ce chien n'est pas fort, hein. Il n'est pas résistant. Il a un muscle qui est visible, mais il est beaucoup moins musclé que beaucoup d'autres chiens dont les muscles ne sont pas visibles, mais bien concentrés à l'intérieur. Il faut le savoir. Mais voilà, ils vont jouir de ça. Mais tout ça, c'est lié à l'instinct humain, un sentiment de protection, etc., qui vont vous faire apprécier ce chien comme ça. Vous savez un petit peu quand vous discutez avec des gens. Merci pour l'info et la démo. Quand vous discutez avec des gens, Lionel Paul. Et pour renforcer les hanches du chien si trop fines, quel est l'exercice le plus adapté? Mais Lionel, quand tu parles des hanches, tu parles de quelle partie? Parce que si tu parles du flanc qui se trouve entre la cage thoracique et les hanches elles-mêmes, ça ne doit pas être épais, ça ne doit pas être large. Pas du tout. Maintenant, il faut pas oublier que les hanches en soi, c'est une partie osseuse, hein, donc les hanches ne se musclent pas. Les hanches ne se musclent pas. Ça va? Ouais, j'aurais fait ça tard, hein, j'aurais fait ça plus tôt, il y a beaucoup plus de personnes. On en aurait profité en pleine, en direct. Après, bon, moi, je dépose ça là, je sais pas si je laisserai ça c'est un moment, j'avais envie de m'exprimer ce soir, j'avais envie de vous en partager davantage. Et j'ai fait ça comme ça, mais, voilà, vous prenez, vous avalez, vous assimilez, vous jetez, vous vomissez, vous crachez ça, vous déjectez ça. C'est déposé là. On en fait ce qu'on veut. C'est à volonté. Vous vous servez. Le plateau, il est là. Ce n'est que de la connaissance, du partage d'expérience et c'est tout. Je ne suis pas le meilleur. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je passe tellement mon temps à me justifier. C'est n'importe quoi. Arrête de justifier. Ouais, mais c'est un truc de fou. Je comprends pas là pourquoi. Je pense que mon problème, c'est de vouloir mettre tout le monde d'accord. Je pense trop en mode justice, je pense trop en mode si j'ai rien fait de mal, on peut pas me vouloir du mal. Alors que dans la vie, il y a des fois des gens qui te veulent du mal alors que tu n'as rien fait. Ou alors tu as fait justement des choses qui les mettent mal à l'aise et alors ils te veulent du mal et ils parlent mal, ils vont créer des rumeurs, ils vont créer des choses, ils vont détourner des screenshots, ils vont créer des rumeurs, ils vont être gentils avec toi pour mieux te poignarder derrière ensuite. C'est l'humain. Il n'est pas toujours content. L'humain n'est pas toujours content pour le plaisir d'autrui, hein. C'est dommage. Ça fait, on est en 2022, ici en avril-mai.
C'était quand j'avais commencé tout ça? C'était en décembre 2019. Si vous allez dans la chaîne Sport for My Pitbull et vous remontez dans une des trois premières vidéos. Décembre 2019, j'en avais marre. J'ai dit, les gars, à partir de maintenant, je vais vous partager tout ce que je fais. Tout ce que je fais. Parce que quelqu'un avait récupéré la vidéo de Odin qui est en train de manger debout sur ses deux pattes et les muscles saillants dans la meilleure de ses formes. Et quelqu'un m'avait volé ma vidéo, il avait reposté quelque part sur Facebook, sur une page Facebook. D'ailleurs, il m'avait demandé de l'argent. J'avais dit que je voulais qu'il me tague sur la vidéo parce que c'était mon chien et il m'avait demandé de l'argent. Il m'avait dit, ouais, tu me payes 200, 300 euros et alors je te tague sur la publication de ton propre chien. Et pourquoi moi j'avais voulu qu'il mette mon tag? C'est déjà parce que c'est mon chien, mais en plus parce que la vidéo, elle faisait plus d'1 million de vues. 2, 4, 6, 8 millions de vues avec Odin. Juste parce qu'il était dans la meilleure de ses formes et que j'avais filmé son résultat. Et ce gars-là, il a vu ça, il a saisi l'opportunité, il a fait des millions de vues. Il avait plein de buzz sur sa page, elle grandissait, un truc de fou. Et malheureusement, sa page a été éliminée. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais sa page a disparu. Elle a disparu. Après, il est venu me voir en privé. Ouais, c'est toi qui as fait sauter ma page. J'ai dit, moi, j'ai rien à voir là-dedans. Faire sauter une page Facebook, c'est pas... Yo, c'est difficile, hein. À moins que vous ayez Zuckerberg dans vos amis, mais ça se fait pas comme ça. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui ont des comptes Facebook et des comptes... tant qu'on est dans les conseils, mettez bien vos paramètres de sécurité, activez bien vos paramètres de sécurité, authentification à 2 facteurs, etc., 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 etc. Parce que le piratage, c'est méchant. C'est méchant ces temps-ci. Il y a un juge très réputé dans le monde du chien qui avait 3 comptes Facebook qui s'est fait pirater. C'est un truc de fou. C'est triste. C'est un vieux monsieur en plus. C'est vraiment triste qu'il soit fait hacker comme ça. Donc, de rien, Lionel. Et de rien d'avoir tenu aussi si longtemps aussi en direct. Sweetie, merci à toi de prendre du temps pour faire partager ton savoir et te justifie pas. L'humain est ainsi. Oui, mais je crois que en fait, je déteste tellement qu'on pense des choses à tort que si j'entends des choses fausses sur moi, j'aurais toujours tendance à me justifier. C'est peut-être une erreur de le dire ici en direct parce que mes ennemis profiteront d'en apprendre plus sur mon caractère pour peut-être me titiller, me pointer davantage. Me lancer des pics. Hein. Mais bon. Le monde est méchant. Le monde est méchant. Niska, Lionel Paul, Gringo L, la jalousie. Donc on est là, bah écoutez les gars, je pense qu'on a fait le tour hein, pour ce soir. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va se laisser calmement, je vais vous laisser aller vous reposer, ceux qui travaillent demain, qui se réveillent à 6h du matin, certains avaient signalé. Passez une très très bonne nuit, j'espère que vous avez apprécié tout ça. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage et on se retrouve dans les prochaines vidéos qui sortiront très régulièrement, très bientôt. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout ça, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus.